Messieurs le représentant chargé du projet nutrition à la Banque mondiale, Messieurs le coordonnateur adjoint chargé du programme de développement, du secteur santé en sigle PDSS. Réunis, chers participants à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Réunis dans ce beau cadre pour un atelier de formation pour les ONG et les agences non étatiques dans les programmes multisectoriels de nutrition et santé, voici les programmes de la cérémonie d'ouverture qui s'est présentée de la manière suivante. Nous allons commencer par le mot de bienvenue de Madame la directrice du Programme national de nutrition, suivi du mot du représentant du projet de nutrition au niveau de la Banque mondiale, et enfin ce sera le mot d'ouverture par les représentants du secrétaire général à la santé. Madame la directrice du Programme national de santé et de la reproduction, avec la parole. Merci Madame la directrice adjointe. Monsieur le secrétaire général à la santé, ici représenté par le directeur de la 6e direction, Monsieur le coordonnateur du PDSS, ici représenté par le coordonnateur adjoint, Monsieur le responsable du projet multisectoriel de nutrition et de santé, ici, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs. Vous n'êtes pas sans savoir que la République démocratique du Congo est engagée dans l'amélioration de la santé de sa population. Et pour ce faire, un des appuis que la République a, c'est le projet multisectoriel de nutrition et de santé dont nous allons parler aujourd'hui, mais pour lequel vous êtes vous-même attendus comme être des acteurs très positifs. C'est la raison de l'atelier d'aujourd'hui. Et je vous souhaite donc la bienvenue à cet atelier. Nous attendons beaucoup de vous, les animateurs non étatiques. Nous allons pendant toute la journée réfléchir de la manière dont nous attendons de vous que la santé des populations soit améliorée quant à la nutrition et la santé de la reproduction. Pour ce faire, je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite aussi des travaux très fructueux. Merci. Merci Madame la directrice. Nous passons à... Je vous présente là Merci. Maintenant, nous passons au responsable du projet de nutrition de la Banque mondiale. J'accueille. Merci Madame la directrice adjointe. Merci Madame la directrice pour ces remarques. La Banque mondiale est fière d'accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo dans ce projet, effectivement, dans ce programme national de nutrition et de santé qui est très ambitieux, qui apporte, à notre avis, une nouvelle qualité à ce qu'on fait actuellement dans le pays pour s'attaquer aux problèmes qui sont très importants. À la fois pour la santé de la population et à la croissance économique du pays. Le retard de croissance, un résultat de la malnutrition chronique,
est quelque chose qui n'empêche pas uniquement la croissance physique des enfants, mais également la croissance cognitive qui, plus après, dans la vie, réduit l'achèvement scolaire, la productivité des adultes et impacte d'une manière très significative à la croissance économique des pays. On estime qu'en Afrique, les pays souffrent de pertes économiques de 4 à 11% comme résultat de cette fardeau de la malnutrition chronique. Et c'est pour ça que la Banque s'est engagée au niveau global la nécessité d'appuyer les pays clients de la Banque dans cette problématique. Et aussi, c'est pour ça que la Banque était vraiment très important le gouvernement de la République démocratique du Congo a demandé l'appui pour ces projets. L'approbation du projet il y a une dizaine de mois. On est très heureux ici de commencer le dialogue avec le gouvernement, avec vous tous par rapport à la mise en œuvre du projet. Bienvenue à tout le monde et merci au gouvernement de nous permettre de participer dans cette initiative très importante. Merci. Mesdames, Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales et dans le domaine de nutrition et santé, permettez-moi de donner maintenant la parole au représentant du secrétaire général à la santé pour son mot d'ouverture. Monsieur le secrétaire général. Représentez, monsieur. Merci. Mesdames et messieurs, acceptez que je puisse vous transmettre. C'est comme ça qu'il nous a délégué pour pouvoir porter haut son mot. Donc vous acceptez que ce que je vais dire soit attendu comme sa propre parole. Mesdames et messieurs, les représentants des organisations non gouvernementales et plutôt dans les domaines de nutrition en République démocratique. Chers invités, tout protocole observé. C'est pour nous un honneur d'ouvrir ce jour. On est au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, la déliée d'information des ONG intervenant dans le domaine de la planification familiale, dans le cadre de la préparation du programme multisectoriel de nutrition et de santé, qui devra marquer, sans nul doute, un tournant décisif et responsable dans la lutte contre la malnutrition en République démocratique du Congo. En effet, c'est depuis des décennies que la RD Congo fait face à la malnutrition comme non seulement un problème de santé, mais aussi et surtout un véritable indicateur de pérennisation de la pauvreté et du sous-développement. Mesdames et messieurs, distingués invités, comme vous le savez, certainement, la malnutrition infantile, l'une des causes principales de près de 45% de décès d'enfants de moins de 5 ans, s'est révélé être l'un des principaux indicateurs de la pauvreté et de la vulnérabilité et un défi majeur pour le développement du capital humain dans notre pays. Il existe des preuves irréfutables démontrant que le retard de croissance, qui est une manifestation de la malnutrition chronique, est associé non seulement au risque accru des maladies et des décès, mais également au déficit cognitif, faible niveau d'instruction, productivité, salaire et revenus inférieurs à l'âge adulte, au prix de 4 et 11% de PIB par an des pays d'Asie et d'Afrique. Raison pour lesquelles le gouvernement de la RD Congo a réussi à mobiliser de son partenaire technique et financier, la Banque mondiale, un important financement pour la mise en œuvre d'un programme multisectoriel de nutrition
et de santé, dont l'objectif est de contribuer à la réduction de l'écart de croissance chez les enfants de moins de 2 ans. Mesdames et messieurs, distingués invités, reconnaissant le rôle que jouent vos organisations dans la promotion de la planification familiale en RD Congo, la mise en œuvre de ces programmes prévoit le recours à votre expertise pour appuyer les structures étatiques dans l'implémentation, le passage à échelle de la planification familiale et des services de santé de la reproduction. La responsabilisation de la communauté en vue d'obtenir son adhésion et son appropriation des interventions de planification familiale pour l'amélioration de la santé des femmes et des enfants. Il s'agit donc d'une des composantes de ces programmes à laquelle vous serez appelés à jouer une répartition importante pour l'atteinte des résultats. Mesdames et messieurs, depuis l'annonce de l'approbation du financement de ce programme par les conseils d'administration de la Banque mondiale et de la signature de l'accord de financement entre le gouvernement de la RD Congo et son partenaire technique et financier, nos différents services reçoivent chaque jour des questions pertinentes et des manifestations d'intérêt pour ce programme de la part de plusieurs organisations, tant nationales qu'internationales. C'est ainsi que le comité technique de suivi des programmes, avec l'appui de la Banque mondiale, organise ce jour cet atelier d'information dans le but de vous présenter le programme multisectoriel de nutrition et de santé, mais surtout de vous offrir l'occasion de poser vos questions sur non seulement la composante du programme en relation avec la planification familiale, mais également sur l'ensemble du programme. Ainsi, tout à vous remerciant d'avoir répondu très massivement à notre invitation, ce qui démontre d'ailleurs à suffisance l'intérêt que vous avez pour ce programme et pour la lutte contre la malnutrition en RD Congo. Je vous souhaite donc une fructueuse journée d'échange. Je ne saurais terminer mon adresse sans saisir cette opportunité pour remercier particulièrement la Banque mondiale pour cet imposant financement, une première dans l'histoire, et la délégation ici présente, et félicite M. Jacob et Mme Souria, j'espère qu'ils sont dans la salle, pour l'appui technique apporté dans la préparation de cet important et ambitieux programme qui s'aligne dans la vision et les priorités des chefs de l'État. Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant l'amélioration des conditions de vie, du social et le développement optimal de l'enfant congolais. Sur ce, au nom de son Excellence Monsieur le Ministre de la Santé, je déclare ouvert l'atelier d'information des organisations non gouvernementales sur le programme multisectoriel de nutrition et de santé. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Félicitations. Merci, nous demandons à l'honneur de prendre place. Sans plus tarder, nous allons vous présenter les programmes d'aujourd'hui. Après les mots d'ouverture par M. le représentant du secrétaire général de la santé, voici les programmes et les présenter de la manière suivante. Réponse. Permettez-moi, chers auditrices de l'Assemblée, avec votre permission, si je peux maintenant remettre le bâton de commandement au modérateur du jour, dont le docteur Baudouin Koumakouma. J'ai dit et je vous remercie. De questions et de réponses dans cet échange. Nous voulons que si on vous accorde la parole, vous devez avoir le micro pour que tout le monde entende ce que vous allez dire. Vous allez vous présenter quelle organisation vous représentez. Ensuite,
vous devez être concis et précis dans vos questions ou vos contributions. Merci. Sans plus tarder, nous allons inviter le directeur du CONANUT à faire la présentation du programme. Monsieur le coordonnateur adjoint du projet PDSS, chers invités à vos titres et qualités, c'est avec un sentiment mitigé que je veux vous faire la synthèse de ces grands et ambitieux programmes du gouvernement. Je dis bien du gouvernement qui bénéficie de l'appui de la Banque mondiale. Mais ce n'est pas un projet de la Banque mondiale, ce n'est pas un programme de la Banque mondiale. Si je dis un sentiment mitigé, vous allez comprendre pourquoi. Parce que, dans un premier temps, j'ai la douleur de constater que c'est depuis des décennies que la prévalence de la malnutrition chronique dans le pays stagne autour de 40 à 45%. Ça fait quand même mal, n'est-ce pas? Et ici, on peut voir ce que je viens de dire, c'est depuis presque 1995, où cette prévalence était à 51%. Jusqu'aujourd'hui, les dernières données du mix 2017-2018 nous donnent aux alentours de 42%. Ce qui reste un véritable problème de santé publique. Ça, c'est la douleur. Mais mon sentiment était mitigé parce que, de l'autre côté, j'ai l'espoir qu'avec ce grand et ambitieux programme, nous pouvons arriver à renverser cette tendance et à accélérer la réduction de cette prévalence dans les années à venir. Je voudrais juste rappeler, pas vous apprendre ici, quelles sont les causes et les conséquences de la malnutrition. Tout part d'un environnement et contexte politique, social, économique et culturel défavorable. Vous comprendrez que cela nous amène vers les moyens de subsistance des ménages qui sont très faibles, mais aussi des cultures, l'éducation et un niveau de conscience problématique. Ça, ce sont des causes structurelles. Au-delà des causes structurelles, nous avons des causes sous-jacentes qui sont, je cite, l'insécurité alimentaire des ménages, l'inadéquation des soins de santé, le manque de services de santé pour les enfants, bien sûr, et l'insalubrité du milieu familial. L'insalubrité du milieu familial et le manque de soins conduit vers la récurrence des maladies chez les enfants de 25 ans, tandis que l'insécurité alimentaire des ménages et l'inadéquation des soins nous amènent vers des régimes alimentaires inadéquats qui vont tout de suite nous conduire vers la sous-alimentation infantile. En fait, nous avons là les trois grandes catégories de causes qui ont maintenant comme conséquence à court terme une forte mortalité chez les enfants de 25 ans, une morbidité élevée, mais aussi des handicaps que nous ne saurons peut-être pas récupérer. Et des conséquences à long terme, la faible taille adulte, la capacité intellectuelle qui est compromise, mais surtout la productivité économique qui va souffrir également. Les maladies métaboliques et cardiovasculaires ne restent pas à côté. Voici un peu, de manière résumée,
les causes et les conséquences de la malnutrition qui nous poussent vraiment à regarder la situation d'en face et voir comment tous nous pouvons contribuer à renverser cette situation dans le pays. Ici, je voulais juste peut-être insister encore sur les conséquences de la malnutrition chronique. J'ai parlé de la perte directe liée aux dépenses de santé. Ici, il y a des pertes indirectes liées à la baisse de productivité que j'ai mentionné tout à l'heure. Mais je souligne le fait que la malnutrition chronique contribue à une réduction de 22 à 45% de perte de gains économiques individuels. Ce qui est un facteur de pérennisation de pauvreté et de la pauvreté également dans la communauté. Au regard de toute la problématique mentionnée ici, le gouvernement de la République démocratique du Congo a approché son partenaire technique et financier qui est la Banque mondiale pour voir de quelle manière ces partenaires pouvaient appuyer techniquement, mais surtout financièrement, ces programmes multisectoriels de nutrition et de santé. Donc, la banque a accepté de financer une série de projets qui, normalement, doivent nous aider à couvrir 12 années. Mais la première partie, c'est pour 5 ans. Donc, on espère bien qu'on pourra démarrer de 2020 à 2024. Et si on arrive à démontrer, à atteindre les résultats qui seront attendus ici, on passera à la deuxième et à la troisième, évidemment. Donc, le programme multisectoriel de nutrition et de santé compte s'attaquer aux déterminants de la malnutrition chronique chez les enfants de 0 à 23 mois dans les provinces qui ont été ciblées à travers les interventions spécifiques et sensibles à la nutrition. Ces programmes essayent de mettre en valeur quelques principes clés que je souligne ici, essentiellement 4 principes. J'ai parlé de la multisectorialité. Comme vous le savez, les déterminants de la malnutrition sont multisectoriels. On ne voudrait pas rester à attendre que les malnutris aiguës sévères nous arrivent au niveau des hôpitaux pour les prendre en charge, mais on voulait agir à tous les niveaux. Et donc, ces programmes mettent les différents secteurs ensemble, mais le leadership est accordé au ministère de la Santé. Il y a le ministère des Affaires sociales qui est impliqué, le secteur agricole, pêche et élevage également, mais aussi l'éducation. J'ai bien souligné ici que c'est un programme du gouvernement, donc le leadership est assuré par le gouvernement à tous les niveaux, avec l'implication effective de la société civile et des partenaires techniques et financiers. L'engagement à 3 niveaux, au niveau communautaire, au niveau des services étatiques, de santé, protection sociale, agriculture, éducation et assainissement, mais également au niveau politique. Et le dernier principe que je voulais mettre en exergue ici dans le cadre de ces programmes, c'est la couverture effective des provinces ciblées. Ça veut dire dans toutes les provinces que ce programme a ciblé, nous allons couvrir toutes les zones de santé, toutes les heures de santé avec le même paquet de services et d'intervention. Nous allons avoir la question, ça revient toujours, mais qu'allez-vous faire? Qu'est-ce que vous allez faire les autres partenaires qui sont déjà là? Nous soulignons ici qu'il y a effectivement la possibilité d'assurer la complémentarité dans les zones où il y a déjà certaines interventions, mais également nous allons faire ce qu'on appelle le passage à l'échelle pour certaines interventions.
Voici les 4 principes que je voulais mettre en exergue ici. Je veux juste ici rappeler que ce programme est vraiment aligné à la priorité du gouvernement qui est définie dans le programme national, le plan national stratégique de développement 2018-2022, mais également dans le plan national de développement sanitaire recadré 2019-2022, le plan stratégique multisectoriel de nutrition 2016-2020, la politique nationale de nutrition 2013, mais aussi la priorité 3 du cadre d'investissement de la SRMN en lutte, et s'aligne également sur le plan national d'investissement agricole. Quelles sont les zones d'intervention? Dans le cadre de ces programmes, pour les 5 premières années, nous avons ciblé 4 provinces. Il y a la province du Sud-Kivu, la province du Kasaï, la province de Kwilu et la province de Kasaï central. Ce sont là les 4 premières provinces qui sont ciblées pour les 5 premières années. L'objectif ici, c'est focaliser le projet sur les provinces où on peut toucher les plus de bénéficiaires au meilleur coût d'efficacité et où les résultats peuvent être atteints très rapidement. Parce qu'il y a ces contraintes de résultats avant de passer à l'autre série de projets. Mais il faut dire ici que ces provinces ont surtout été sélectionnées sur base du fardeau de la malnutrition, mais également de l'analyse coût-efficacité qui a été faite. La couverture cible ici, au fait, dans le cadre de ce programme, pour les 5 premières années, nous comptons toucher environ 1 500 000 enfants de 0 à 23 mois, environ 18 000 ménages à travers le kit agricole, environ 20 000 femmes à travers le transfert monétaire, environ 75 000 agriculteurs et cultures à travers les cultures biofortifiées. Nous avons parlé de la couverture totale. Donc, dans le cadre de ce programme, nous comptons couvrir pour les 5 premières années environ 103 zones de santé qui sont réparties dans les 4 provinces. Ces programmes s'articulent autour de 5 composantes. La première composante, ce sont des interventions communautaires et la communication pour le changement social et des comportements. La deuxième composante, c'est autour du renforcement de l'offre de services et de l'achat stratégique. La troisième, c'est un projet de démonstration des convergences que nous allons mettre en place. La quatrième, c'est le renforcement de la gouvernance et des capacités et de la gestion de projet. Et en dernier, c'est la réponse aux éventuelles crises qui peuvent survenir. Je vais insister ici que la journée d'aujourd'hui, les échanges se focaliseront autour de la composante 2 qui vise le renforcement de l'offre de services de planification familiale. Mais cela n'empêche que nous puissions répondre aux questions, telles qu'a dit les modérateurs, de manière globale, si vous en avez bien évidemment. Je ne veux pas m'attarder ici pour présenter un peu plus en détail la composante I. Je veux par contre m'attarder sur la composante 2. La composante 2, ça c'est la sous-composante I de la composante 2, c'est l'achat stratégique, qui vise à élargir et renforcer le programme d'achat stratégique du ministère de la Santé. Donc on compte ici étendre l'achat stratégique dans 2 nouvelles provinces qui sont le Kasaï central et le Sud. Mais également élargir le paquet de soins
à travers les interventions de nutrition spécifiques et des paquets subsidiés. Mais également assurer un flux financier efficace et efficient qui découle des leçons tirées de la mise en œuvre du projet de développement du système de santé et du projet VSAPG mis en œuvre dans l'Est du pays. Ici, à travers le financement, l'achat stratégique, au fait, il y a des subsides de financement basés sur les performances qui seront accordés aux formations sanitaires. On achètera la quantité des services offerts, mais surtout la qualité de ces services, comme ça se fait partout. On procédera au financement des intrants et des équipements, l'achat des produits de planification familiale et la gestion stratégique des données et informations seront aussi renforcées à travers l'utilisation des portails OpenPRF. La sous-composante 2, de la composante 2 qui nous réunit là aujourd'hui, vise essentiellement à travers la contractualisation avec les acteurs non étatiques que vous représentez certainement nombreux aujourd'hui, d'appuyer la délivrance d'un programme complet de services de santé de la reproduction, le renforcement des capacités des prestataires cliniques et communautaires, mais aussi le renforcement de la demande de la planification familiale à travers les conseils. Ce programme, à travers cette sous-composante, vise l'intégration de la planification familiale en poste partout dans les formations sanitaires. L'approvisionnement en médicaments et en intrants de planification familiale basé sur les besoins réels et exprimés. Et ensuite, le renforcement du système d'information en utilisant les outils de prestation et de gestion des données, sans oublier que ce programme met aussi un focus sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour renforcer non seulement la disponibilité des informations, mais aussi la qualité des données. La composante 3, c'est le projet de convergence. Merci, monsieur le modérateur. J'ai 5 minutes. Je me suis déjà attardé sur la composante qui nous concerne. Donc ici, je veux juste très rapidement, nous comptons démontrer la valeur ajoutée de la convergence multisectorielle pour améliorer le résultat en matière de nutrition. Cette composante ne sera pas mise en œuvre dans les 103 zones de santé. C'est un pilote, comme vous pouvez voir. Nous allons d'abord le mettre en œuvre dans 3 zones de santé initialement pour voir quels sont les résultats que nous allons tirer. Est-ce qu'il y a vraiment une valeur ajoutée de cette convergence avant de penser éventuellement à un passage à l'échelle ou à d'autres projets un peu plus sectoriels pour nous avancer dans la lutte contre la malnutrition. La composante 4, c'est le renforcement de la gouvernance et des capacités de gestion. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. C'est essentiellement le renforcement de la gouvernance, mais ici j'insiste sur le fait que ce programme a prévu un agenda d'apprentissage à travers des études opérationnelles. J'ai mentionné l'utilisation des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, la surveillance démographique et nutritionnelle au niveau communautaire, mais ici également les enquêtes midline et endline. Mais nous précisons que ces programmes ne prévoient pas des enquêtes données de base parce que nous avons capitalisé les données du mix 2017-2018 comme les slides. Rapidement, voici les indicateurs des résultats que nous comptons suivre dans le cadre de ces programmes. Le premier, c'est le nombre de femmes et enfants qui ont reçu les services de nutrition. Le second, c'est le nombre d'enfants qui ont bénéficié des consultations préscolaires. Le troisième, c'est le nombre de femmes qui ont reçu des services de planification familiale en partout. Le quatrième, c'est le nombre de bénéficiaires qui ont reçu des transferts monétaires. Et le dernier, c'est le nombre de ménages qui ont reçu des kits de production agricole et petits élevages.
Le budget, comme vous pouvez le voir, ce programme qui est vraiment ambitieux bénéficie d'un financement de 500 millions de dollars, pour lequel 100 millions de dollars proviennent des mécanismes de financement global, GFF, 400 millions de dollars proviennent du financement IDA, pour lequel 50% constitue un don de la banque, mais 50% c'est un prêt. Donc ça c'est la contribution du gouvernement, parce que le gouvernement va rembourser d'une manière ou d'une autre. Ce qui oblige à ce que le dossier de ces programmes passe par l'approbation de l'Assemblée nationale pour la mise en vigueur, malgré que l'accord de financement a déjà été signé entre le gouvernement de la République démocratique du Congo à travers le ministère des Finances et la Banque mondiale. Rapidement, je n'ai plus qu'une minute, je sais, monsieur le modérateur, c'est uniquement pour présenter le montage institutionnel pour ce programme. J'ai mentionné tout à l'heure là que c'est un projet multisectoriel pour lequel le leadership est accordé au ministère de la Santé. Le ministère de la Santé qui a mis en place à travers un arrêté un comité technique de suivi du projet qui est coordonné par le secrétaire général à travers son paratechnique que je suis, donc le directeur de Pronamut, mais au sein duquel nous avons les représentants des autres secteurs, notamment le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'Agriculture, pêche et élevage, enseignement, et les autres services du ministère de la Santé, dans le PNCR, qui a l'honneur de nous recevoir aujourd'hui. Au niveau provincial, nous avons la division provinciale de la santé qui doit jouer aussi un rôle clé aux côtés des établissements d'utilité publique, des ONG partenaires. Les partenaires d'appui tels que le FAO et Harvest Plus sont mis aussi à contribution. Au niveau des zones de santé, les équipes cadres, les formations sanitaires, nous avons les agris multiplicataires à ce niveau-là, qui vont jouer aussi un rôle clé, et l'agence de développement et d'achat stratégique qui va jouer sa partition. Et le dernier bénéficiaire, c'est la communauté. Et donc, tout le montage se fera également autour de la communauté à travers le renforcement de la dynamique communautaire. Monsieur le modérateur, je crois que j'ai été fidèle et maintenant je peux me mettre à votre disposition pour des éventuelles questions. Je vous remercie pour cette attention religieusement et soutenue. Merci, avant d'inviter la nutrition et de santé, nous allons parler de la fécondité, nous allons parler pourquoi la planification familiale dans un projet de nutrition. Nous allons aussi parler de l'opportunité qui nous est offerte par ce vaste programme de lutte contre la nutrition, et nous allons voir avec vous le rôle que vous allez devoir jouer. Voici comment croît la démographie. Voici la croissance, un cliché sur la croissance démographique. Nous pouvons voir, ce sont des intervalles de 50 ans. Nous sommes quelque part là. En 2050, il y en a parmi nous qui seront encore là, mais en 2100, je ne crois pas. Donc, vous voyez, la croissance démographique sans intervention aucune, elle est pratiquement exponentielle. Nous savons tous que quand il y a un couple qui se marie, qui se met ensemble, ils sont appelés à être plus que 2 personnes. Au départ, ils sont 2, après ils sont 3, 4 et un peu plus. Et à la fin d'une vie de couple, il y en a qui étaient 2 et qui se retrouvent à 15 même. On en voit dans notre entourage. Donc sans intervention aucune, avec la moyenne d'enfants que nous avons dans nos pays, voici comment la démographie va croître. Je reviens dans les provinces dans lesquelles nous allons tous travailler.
J'ai pris les anciennes provinces, étant donné que les données qui sont à notre disposition, qui ont été validées et publiées, sont celles de 2013. Lorsque nous allons au Kassai central, Kassai Sud Kivu et Kwilu, nous voyons que le taux de l'incidence de fécondité est de plus de 8 enfants par ménage, par femme, alors que la moyenne internationale est en dessous de 3. Il y a des couples au niveau international dans le pays de Scandinavie, au Japon. Au Japon, ils sont à 1,3. Donc, ils ont moins de 2 enfants par ménage. Alors que nous, ici dans nos pays, nous avons dans ces provinces cette moyenne de 8, 7,7, mais la moyenne nationale est de pratiquement 7 enfants par ménage. C'est énorme. Donc, vous voyez qu'avec ce taux de natalité, de fécondité, la croissance démographique va vraiment de manière exponentielle. Nous offrons déjà les méthodes contraceptives, mais nous avons constaté au Programme national de la reproduction et avec tous les partenaires qui travaillent avec nous que la demande n'est pas optimale. Il y a des pays qui ont atteint 80% d'utilisation de méthodes contraceptives, tandis que dans les provinces qui nous concernent, vous voyez, la moyenne nationale est très basse. Nous avons au total un taux de prévalence contraceptive en dessous de 10. Donc moins de 10% de femmes utilisent des méthodes contraceptives modernes. Et avec ça, vous comprenez pourquoi la fécondité est assez élevée. Au Kwilu, nous sommes toujours en dessous de 15%, alors qu'il y a des pays où, au Japon, ils sont au-delà de 90% d'utilisation. C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup d'enfants, mais ils utilisent des méthodes contraceptives. Et il y a des pays où vraiment le taux d'utilisation des méthodes contraceptives est très élevé. Mais chez nous, le taux d'utilisation des méthodes contraceptives est très bas. Alors, pourquoi est-ce que nous parlons de la planification familiale dans un projet de santé, de nutrition? Il a été démontré scientifiquement qu'il y a un lien étroit entre les grossesses précoces chez les jeunes. Nous avons un taux de rapport sexuel précoce assez élevé. Et lorsque nous allons dans nos maternités, les femmes qui accouchent sont des femmes très très jeunes. Et lorsque les femmes accouchent très précocement, avec un développement qui n'était pas optimal, elles peuvent facilement tomber dans la malnutrition. Et avec le faible taux d'utilisation des méthodes contraceptives, nous arrivons à ce que les naissances soient trop rapprochées. La femme n'a pas le temps de faire ce qu'on appelle la reconstitution physique. Il y a le déficit nutritionnel qui peut s'installer chez elle-même, la mère, mais aussi chez ses enfants, son foyer, parce qu'il a été démontré qu'elle n'a pas le temps matériel, les idées à bien constituer les repas. Donc, il y a un lien entre les grossesses précoces, rapprochées, multiples, et la malnutrition, le déficit nutritionnel. Donc, donner la possibilité aux femmes, aux jeunes femmes, de décider du moment et du nombre de naissances qu'elles veulent avoir, peut vraiment accroître, améliorer la santé des femmes et des populations. Ça, c'est au niveau micro. Mais au niveau macro, au niveau général, au niveau global, au niveau pays, au niveau mondial, lorsqu'il y a une maîtrise de taux de fertilité, nous voyons qu'il y a moins d'enfants en bas âge qui doivent être pris en charge, mais qu'il y a un peu plus de travailleurs qui sont actifs, qui sont productifs. Donc, plus de travailleurs productifs et moins d'enfants en charge fait que le pays peut se développer. Nous appelons cela l'accès aux dividendes démographiques, parce que les personnes productives peuvent vraiment participer, contribuer au développement de leur communauté.
maîtrise sur la natalité au niveau global entraîne moins de consommation et d'espace géographique et de ressources naturelles. Je veux parler du bois, de l'eau, etc. Lorsque nous lisons ce qui se passe dans certains pays, il y a des gens qui n'ont pas accès à de l'eau. Beaucoup de gens qui n'ont pas accès à l'eau potable, ils n'ont pas accès aux espaces géographiques, etc. Parce que la population croît de manière exponentielle et non contrôlée. Lorsque nous avons une maîtrise des natalités, les personnes qui sont productives peuvent épargner. Nous le voyons dans les foyers autour de nous. Lorsqu'un père et une mère ont plus de 5 enfants, un certain niveau qui n'arrivent pas à assumer, il y en a qui ne vont pas à l'école. Il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. Ils vont à l'école par des stages. Il y en a qui ne mangent pas à suffisance. Donc, ils ne peuvent pas investir. Les parents ne peuvent pas épargner, ne peuvent pas investir, ne peuvent pas envoyer les enfants en congé, etc. Mais au niveau général, c'est le même effet. Et au niveau global aussi, il y a davantage d'investissements parce que s'il y a moins de gens à prendre en charge, on peut investir dans d'autres secteurs de la vie. Plus de personnes à prendre en charge, moins de possibilités d'investissement. Et lorsqu'un foyer a moins d'enfants, le nombre d'enfants qu'il voudrait avoir, il peut renforcer les capacités de ses enfants. Il peut les envoyer à apprendre l'informatique, à conduire un véhicule, à s'épanouir avec des voyages. Mais lorsqu'il y en a beaucoup, c'est assez difficile de prendre chaque enfant en charge de manière globale. Et ça a un effet sur l'ensemble de la population. Voici l'opportunité que nous offre le projet multisectoriel de nutrition et de santé. Je l'avais déjà dit, lorsque la femme sait maîtriser sa natalité, elle peut facilement se reconstituer physiquement, mais elle peut aussi contribuer au développement de son pays. Elle peut travailler, elle n'a pas d'arrêt de travail à cause des grossesses successives. Elle ne reste pas tout le temps à la maison. Et elle peut s'épanouir en tant que personne humaine. Donc il y a des meilleurs résultats pour la santé et de la mère, et du foyer, et de la communauté. Les enfants sont en meilleure santé. Et il y a augmentation des revenus au niveau du foyer et au niveau de la communauté aussi. Plus d'enfants peuvent être scolarisés. Plus d'enfants peuvent avoir leur capacité au secondaire renforcée dans différents domaines, et ça c'est bon pour la communauté. Les enfants qui apprennent l'anglais, qui apprennent l'informatique, à conduire le véhicule, c'est toujours important pour une communauté, pour un foyer. Et le pays aussi peut accéder à ce que nous appelons le dividende démographique avec une masse de personnes assez importantes qui travaillent et qui produisent au niveau économique. Où est-ce que vous allez intervenir, vous les animateurs non étatiques, vous les ONG? Qu'est-ce que nous attendons de vous dans ce projet multisectoriel de nutrition et de santé? Nous attendons avec vous, nous avons bien vu que le taux de prévalence contraceptive est bas. Vous allez intervenir pour aider, pour contribuer à offrir les services de planification familiale. Comme vous travaillez déjà au sein de la communauté, ce projet va faire ce que nous appelons le renforcement de la dynamique communautaire, où vous êtes déjà. Donc nous allons avec vous essayer d'augmenter. Nous allons avec vous essayer d'augmenter l'utilisation des méthodes contraceptives essentiellement chez les adolescents en améliorant l'accès aux services au niveau de la communauté. Et nous allons aussi travailler avec les structures sanitaires qui existent. C'est vrai que vous êtes des ONG, mais c'est un service de santé que vous allez offrir. Vous n'allez pas travailler vraiment de manière détachée du système sanitaire existant. Vous allez travailler avec le système sanitaire existant. Vous allez avoir des contrats avec le PDSS. Nous avons un protocole, nous avons un document qui va régir la collaboration entre vous
et le projet que vous allez signer. Et un certain nombre de contrats sont attendus pour couvrir les différents espaces géographiques des 4 provinces. Évidemment, votre performance sera mesurée. Il y a des stratégies de mesurage de vos performances que nous allons mettre en œuvre de manière à savoir, oui, cette ONG a été performante, elle a aidé, elle a contribué à augmenter le taux de prévalence contraceptive. Tout est dans le document que vous allez signer. Nous allons avoir avec vous, lorsque nous allons travailler de manière très rapprochée, définir les résultats que nous attendons de vous dans votre ère d'action. Et c'est sur cela que nous allons travailler. Et à un certain moment, évidemment, nous allons évaluer, voir les résultats que vous aurez atteints. Alors, je crois que je l'ai déjà dit, vous allez essentiellement travailler sur la création de la demande. La population ne vient pas demander les services de planification familiale. Et vous, les acteurs communautaires, vous allez travailler de manière à ce que, après avoir mené vos actions, le taux de prévalence contraceptive, non seulement il augmente, mais les femmes, les couples viennent demander les services de planification familiale. Vous allez aussi vous baser sur le changement de comportement. Quand on parle de planification familiale, nous ne limitons pas le nombre de naissances. Nous voulons la parenté responsable. Vous allez aider les parents à avoir la parenté responsable, c'est-à-dire avoir le nombre d'enfants voulus au moment voulu. Si une femme peut en avoir 10, ok, mais qu'elle les ait au moment voulu. Et non qu'elle nous dise, oui, j'étais là l'année passée, nous avons baptisé le Gabana, mon gars l'a tourné à Batoto. Non, c'est vraiment, je veux avoir un enfant à ce moment-ci, et je l'ai, avec l'aide non seulement des ONG, mais avec les prestataires des centres de santé. Je l'ai dit, vous allez travailler avec les établissements de santé, vous allez avoir un échange d'informations, de connaissances pour travailler en collaboration. Évidemment, le projet va vous permettre d'avoir une gamme élargie, si par toute la gamme des méthodes contraceptives disponibles au niveau du pays que vous pourrez offrir. Parce que la qualité du service, c'est aussi de pouvoir donner à la femme, au couple, la méthode contraceptive qu'elle aura voulu. Si le couple veut un implant, il faut que vous puissiez offrir un implant. Si le couple veut utiliser les préservatifs masculins, il faudrait que vous puissiez avoir ces préservatifs masculins et féminins. Mais vous aurez la gamme des différentes méthodes contraceptives disponibles pour la communauté. Vous pouvez conclure? Oui. Donc vous allez travailler avec la division provinciale de la santé, avec laquelle vous serez en étroite collaboration. Voilà, donc les objectifs à atteindre, je l'ai dit, c'est accroître l'accessibilité géographique, que les femmes n'aillent pas trop loin pour avoir leur méthode. Vous les allez, vous êtes dans la communauté, rapprochez les services des femmes. C'est comme ça que vous allez travailler vraiment en étroite collaboration avec la communauté. Vous allez consolider le service qui existe déjà. Donc vous serez répertorié au niveau de la division provinciale de la santé. Vous aurez un plan de travail que vous allez élaborer et discuter avec la DPS. Nous avons certaines normes. Vous allez discuter de cela avec la DPS. Mais vos interventions sont essentiellement la communication pour le changement de comportement et la nutrition. Vous allez réaliser des visites à domicile, offre de services à domicile pour rapprocher les services de la communauté. Je l'ai dit, vous allez faire des distributions au niveau de la communauté. Vous allez organiser, sensibiliser certains groupes, les femmes allaitantes, enceintes, les adolescents. Vous allez aussi effleurer la problématique des violences sexuelles. Vous allez parler aussi de l'enregistrement des naissances à l'état civil, qui fait partie intégrante de la santé de la famille aussi, de la santé en général de la famille. Vous allez donner évidemment des informations sur la disponibilité des méthodes contraceptives et vous allez bien collecter et remonter vos données
au niveau de la DPS, au niveau du projet. Donc, la présente de la mission chronique de 2005 jusqu'à 2013. Il a parlé des causes, des conséquences de la malnutrition et il a informé que le projet, avec le programme, était une série de projets sur 12 années, dont la première partie va être mise en œuvre pendant 5 ans et la deuxième pendant 4 ans et la troisième pendant 3 ans. Et il a parlé de 4 principes du programme et il a insisté que l'alignement de ce programme cadre avec la vision du gouvernement. Il a donné la couverture géographique du programme et la justification de sélection de ces 4 provinces. Il a parlé de la couverture de la cible. Il a parlé de composantes avec un accent plus mis sur la composante 2 et la sous-composante 2 encore pour ce que nous allons discuter aujourd'hui. Il a parlé des indicateurs liés à l'objectif de développement, du budget ainsi que le montage institutionnel. Pour la deuxième présentation liée à la planification familiale et le rôle des ONG ainsi que des acteurs non étatiques, l'oratrice a parlé de la croissance démographique. Il a donné des explications pourquoi la planification familiale dans un projet de nutrition. Il a effleuré sur le plan global, c'est qu'on parle de dividendes démographiques. Et puis, il a parlé sur l'opportunité de ce programme pour nos communautés, notamment l'autonomisation des femmes et des adolescentes, afin de pouvoir atteindre le dividende démographique sur le plan global du pays, ainsi que le rôle des ONG et des acteurs non étatiques. Je vous invite, directeur et directrice, vous pouvez monter ici pour commencer les débats, des questions et des réponses. Ceux qui veulent parler, ils peuvent se manifester. Je commence par là. Ceux qui veulent parler, vous allez dire à qui vous adressez cette question, au directeur de Conanut ou à la directrice du PNC. Merci pour la parole. Je suis Simon-Pierre Courtois, chargé des programmes et projets chez l'Association des jeunes anti-sida, une ONG de promotion et développement des ados jeunesse en RDC. Ma question s'adresse à la directrice princière et au directeur du Conanut. J'aimerais seulement savoir, parce qu'il y a les mêmes projets dans la zone d'intervention, tels que PDSS, avec la santé sexuelle et reproductive au Pérou. Je prends ABT avec Isaïki dans le programme Prosani pour Kasaï Central. Ils ont les mêmes programmes. Quelle est la modalité d'exécution de votre programme avec ce qui est juste dans la province de notre intervention? Bon, la deuxième question, c'est par rapport au mécanisme de pérennisation des interventions. Parce que la plupart des interventions en matière de santé sexuelle et reproductive et dans la nutrition assise communautaire, jusqu'aujourd'hui, après le projet, il n'y a pas d'impact. Bon, est-ce que vous avez un mécanisme, même après le projet, pour que ce projet soit opérationnel? S'il y a des stratégies, Ajax aussi dispose de certaines stratégies qui peuvent se mettre à votre disposition. Je vous remercie. C'est M. Stavro Moussaï, coordonnateur de la Solidarité internationale pour l'intégration du pays autochtone et le développement. Ma question s'adresse à Madame ici. Madame, je devrais vous demander, par rapport à votre programme ici présenté, si peut-être vous avez prévu la particularité dans ces programmes pour vous, le peuple autochtone que nous représentons ici, s'il y en a, vous pouvez le dire. Parole, c'est Pierre Martin Irénadab, le réseau qui réunit les abonnés et le vétérinaire. Ma question concerne les deux intervenants. Quels sont les dispositifs avez-vous mis en place
pour nous fournir des informations complètes. C'est-à-dire, on peut avoir ce que vous avez dit sur le ISP ou bien Scobidi. C'est ça ma question. Je suis coordonnatrice nationale du RAPOCHE, qui est le réseau des associations congolaises des jeunes, qui fait la promotion de la santé des adolescents et la lutte contre les VIH et les violences sexuelles. J'ai une préoccupation auprès de l'ADN. C'est plus par rapport à la disponibilité des intrants. Je parle sur base d'expérience sur le terrain. Deux fois, comme vous le savez, le NARCO, c'est plus avec la santé des adolescents et des jeunes. Vous faites des sensibilisations pour susciter ces demandes d'offres de services. Et quand les jeunes arrivent au niveau de formation sanitaire, c'est pose un problème de la disponibilité des électrons. Vu que ces programmes va durer pendant une partie de 5 ans, est-ce que vous allez vraiment garantir la disponibilité des intrants? Quelles sont les dispositions qui sont prises pour qu'on ne soit pas buté à ces genres de surprises? Et la deuxième préoccupation auprès du directeur pour la lutte, en fait, vous allez travailler avec les acteurs non étatiques. Par rapport à votre présentation, je vois peut-être c'est juste pour la présentation synthèse, mais je voudrais un peu avoir de précision sur dans la mise en œuvre, parce que vous avez des acteurs non étatiques. Vous avez programmé des évaluations à mi-parcours. Est-ce que vous avez programmé aussi, toujours dans le cadre de la mise en œuvre, l'accompagnement des acteurs non étatiques en ce qui concerne les audits et tout ça, sont toujours en marge de l'évaluation à mi-parcours pour garantir aussi la pérennisation de ces projets, même s'ils prennent fin, mais les acteurs non étatiques pourront être à mesure de continuer avec le projet parce que ça sera dans leur milieu respectif, parce que les bénéficiaires finaux sont, en fait, c'est la communauté. Merci. Bonjour. Je m'appelle Franck Raymond, je travaille pour une solution et nous travaillons la disponibilité des intrants au niveau du dernier kilomètre ici en RDC dans quelques projets. Alors, ma question c'est pour Madame la directrice. À propos, nous, on travaille par exemple dans le sud Kivu donc quand on fait un programme dans sa totalité, il y a un aspect de qualité de service qui va être travaillé au niveau de santé, au niveau de la base communautaire. Est-ce que vous pouvez éloigner le micro un peu de votre bouche, s'il vous plaît? Pardon. Donc, l'amélioration des services au niveau de la base communautaire et au niveau des centres de santé. Les intrants et la disponibilité des intrants, est-ce que ça va être travaillé également au niveau des provinces? Et quelles seraient les démarches à faire pour des ONG comme nous pour être partie prenante dans cette amélioration? Merci. Je suis le chargé du programme de détection. J'ai une petite préoccupation à adresser à Madame la directrice. Et la préoccupation, c'est de vouloir savoir, elle a parlé d'un faible taux d'utilisation des méthodes contraceptives. Et ce faible taux est de moins de 10%. De 10% pour les femmes. Maintenant, j'aimerais savoir, par rapport aux femmes qui vivent dans les milieux urbains, ce taux est à combien? Et celles-là qui vivent dans les milieux ruraux, le taux est à combien? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter ce taux dans notre pays? Merci beaucoup. Les représentants de l'ONG internationale Calcor. Je fais présent des liens de la présentation d'hier et celle d'aujourd'hui. Hier, la santé de la reproduction a été présentée comme étant une nutrition sensible. Et je me pose la question, s'agissant de l'intervention de nutrition d'hier, sachant que la santé de la reproduction
adresse comme soit peu les questions de nutrition, est-ce que le paquet communautaire, les actes que nous avons discutés hier, est-ce que la santé à la reproduction fera partie, ou bien on va prendre la santé à la reproduction comme une intervention plus ou moins verticale qui va collaborer avec les aspects communautaires de la nutrition. Madame la directrice, vous pouvez commencer à répondre. Merci, je crois que tout le monde a bien suivi avec beaucoup d'attention la présentation et je suis très contente que ces questions soient posées. Par rapport à notre collègue de Ajas, vous avez dit que des interventions de santé de la reproduction et même de nutrition sont déjà réalisées dans vos sites d'intervention. Mais les données qui nous reviennent de terrain démontrent, en ce qui concerne le taux de prévalence contraceptive, qui sont encore très bas. Ça veut dire que les interventions qui sont réalisées ne sont pas suffisantes. Vous comprenez? Nous constatons que les femmes n'ont pas accès aux méthodes contraceptives. Nous constatons que les enfants sont encore malnutris. C'est comme ça que le projet fait appel à vous pour augmenter les interventions, pour accroître le moment où les femmes, les possibilités des femmes d'avoir accès à ces méthodes contraceptives, d'aller au dernier kilomètre, parce qu'il y a des femmes qui sont dans des endroits où les méthodes n'arrivent pas, mais vous œuvrez là-bas. C'est justement là que vous allez intervenir pour aider à prendre la couverture géographique, pour aider à réduire le temps, le moment, les espaces pour que les femmes aient accès à ces... on ne va pas dupliquer les actions, on va les conjuguer pour qu'elles aient plus d'effet. Parce que ce qui se fait déjà sur le terrain est insuffisant. Donc il faut accroître les interventions. Nous n'allons pas les multiplier, nous n'allons pas les dupliquer, mais nous allons les accroître, les conjuguer. Évidemment, c'est pour cela que j'ai dit que la planification va se faire en collaboration avec les DPS qui ont la meilleure mesure de où se fait quoi pour pouvoir vous orienter dans vos interventions selon vos sites d'intervention. Par rapport au peuple autochtone, le droit à la santé est un droit universel. On ne distingue pas les individus selon qu'ils sont peuple autochtone ou pas. C'est-à-dire que les services qui sont offerts à tous. Et les intervenants du système de la santé vont s'assurer que chaque individu, chaque citoyen ait accès aux services. C'est pour cela que vous êtes là. Sinon, vous ne serez pas là. Vous êtes là justement pour apporter les interventions prévues auprès des peuples autochtones, pour élever la voix et dire, écoutez, n'oubliez pas de nous envoyer à tel endroit pour telle population. Donc c'est un droit universel et les peuples autochtones ne sont pas oubliés. La preuve, vous êtes là, présents dans la salle, et vous allez contribuer à ce que la planification prévoit d'aller où les peuples autochtones se trouvent. En ce qui concerne les informations sur la santé de la reproduction, la planification familiale, la nutrition, vous êtes des acteurs non étatiques, vous œuvrez déjà dans la communauté. Il va y avoir une possibilité de co-création de connaissances entre vous et les acteurs qui travaillent déjà dans la santé de la reproduction. Donc, on va vous apporter les informations, les messages les plus corrects dans la santé de la reproduction, parce qu'il faut apporter l'information correcte. Il ne faut pas dire aux femmes non, arrêtez d'avoir des enfants. Non, ce n'est vraiment pas ça. Il y a des messages bien établis, des messages validés pour faire accepter les méthodes contraceptives. Quel est l'intérêt de la femme? Elle va aller vers les méthodes contraceptives si son intérêt est démontré. C'est là où vous allez agir. Donc, les informations vont vous être fournies au moment de l'induction, du démarrage de vos actions, de manière à ce que vous sachiez exactement qu'est-ce qu'il faut donner comme information, quelles sont les normes d'offre des services de planification familiale, etc. Donc, il y aura des séances de co-création
Madame Daya, de la gauche, a relevé la problématique de la disponibilité des intrants dans certains coins de notre pays. Effectivement, il arrive que dans certains endroits, on n'ait pas accès aux méthodes contraceptives voulues, attendues. Des fois, il y en a une, il n'y en a pas une autre. Celle que la femme veut, elle ne l'a pas, et des fois, il n'y en a pas du tout. Et dans le projet multisectoriel de nutrition et de santé, il est prévu de renforcer la chaîne d'approvisionnement, de manière à ce que la disponibilité des intrants aille de pair avec les activités de sensibilisation, de manière à ce que lorsqu'on n'a pas la demande, les services puissent avoir les intrants nécessaires, les commodités nécessaires pour offrir. Donc il y a tout un mécanisme qui est mis en place, qui va être développé, de manière à ce que la chaîne d'approvisionnement existante soit renforcée. Il y a des ONG qui ont déjà des approvisionnements personnels, qui sont, je ne dirais pas parallèles, mais qui s'approvisionnent déjà. Donc tout ce système-là sera renforcé de manière à ce qu'il ne manque pas d'intrants alors qu'on a augmenté la demande. C'est prévu dans le projet. Évidemment, la qualité des services, lorsqu'on va faire la co-création des connaissances, la qualité des services attendus vous sera présentée et vous devrez vous référer à cela. C'est pour cela que c'est là où va intervenir la DPS pour voir que les services offerts sont de qualité. On ne va pas accepter que les services ne soient pas de qualité, que les personnes qui offrent n'aient pas le message le plus correct. C'est là où va intervenir les divisions provinciales de santé. Monsieur Pini a demandé, je crois, plutôt de prévalence au niveau urbain et au niveau rural. Les prévalences que j'ai présentées sont générales au niveau pays et au niveau de ces provinces. Nous avons ces prévalences contraceptives. Au niveau urbain, elle est de 15%, au niveau rural, elle est encore très très basse. C'est pour cela qu'elle est de 5%, mais la moyenne en général est en dessous de 10% et au-delà de 7%. Donc ça, ce sont des données qui nous viennent de l'EDS 2013-2014. Évidemment, les femmes dans les milieux urbains sont plus disposées à avoir les méthodes contraceptives que celles des milieux ruraux. Donc au niveau urbain, on a 15%, au niveau rural, une moyenne de 5%, qui est encore très très bas. Et c'est là où vous allez intervenir pour augmenter ces taux de prévalence contraceptive. Je crois que j'ai... Pour ce qui est le paquet d'intervention, pour monsieur le docteur de Medical Care, l'induction que vous allez avoir au niveau de la DPS va vous donner essentiel. J'en ai parlé, les interventions que vous allez faire et un ensemble de paquets d'activités que vous allez réaliser. Vous êtes des acteurs non étatiques. Vous menez déjà des activités importantes au niveau de la communauté et nous allons vous ajouter la matière pour laquelle nous voulons que vous puissiez intervenir au niveau de la communauté et cela dépendra des différentes ONG que vous êtes et de vos capacités à intervenir. Merci madame. Monsieur le directeur. Merci monsieur le modérateur. Je vais rapidement répondre à quelques questions qui m'ont été adressées. Peut-être des commentaires ou des questions que la directrice a déjà répondu. Je vais commencer par la question de M. Simon Pierre. Les mêmes interventions sont probablement déjà mises en œuvre dans certaines zones de santé. J'ai mentionné ici qu'il ne faut pas avoir des craintes. D'abord, le modèle qui est présenté ici, c'est par les modèles des partenaires. Ça, c'est le gouvernement qui présente les modèles. Donc, nous voulons amener toutes ces interventions avec une couverture totale. J'ai mentionné ici le fait qu'il y a toujours possibilité de complémentarité. J'avais insisté pour les PDSS, il n'y a pas de problème, il n'y a même pas de discussion, ça a déjà été automatiquement pris en compte. Mais pour les autres partenaires, je pense que nous continuons à échanger avec les partenaires pour voir comment on peut faire ces complémentarités afin d'amener à mettre en place ces modèles, mais avec une couverture totale que nous voulons nous. Les mécanismes de pérennisation, parce que selon vous, vous supposez que tous les projets, pour la plupart, il n'y a pas assez d'impact qui sont démontrés.
Vous pouvez être rassurés que nous sommes en train de travailler évidemment. Ce n'est pas pour rien qu'on a sectionné la série des projets pour effectivement, au cours de 5 ans, avec le mécanisme que nous avons mis en place, des financements basés sur les performances, mais aussi des enquêtes midline et endline qui nous permettront effectivement d'évaluer l'impact avant de passer à l'autre série. Je vais rapidement aborder la question de M. Pierre Martin. On a déjà précisé hier que toutes les présentations qui sont faites ici seront postées sur les sites de PDSS et que tout le monde pourra accéder. À la fin de la journée, on va vous indiquer les sites PDSS. Tout le monde peut accéder et télécharger les différentes informations partagées ici. Madame Rachel Naya de Rakoche. Est-ce que les acteurs étatiques bénéficieront de l'évaluation midline des audits? Il y aura une présentation qui sera faite pour parler un peu de la contractualisation qui sera assurée dans le cadre de ces programmes. Je pense que pour tous les acteurs qui seront impliqués dans ces programmes, il y aura des contrats de performance qui nous obligent des évaluations périodiques, éventuellement trimestrielles dans le cadre des. Donc, la présentation qui viendra vous donnera beaucoup d'éléments et donc même les acteurs étatiques auront des contrats de performance qui seront évalués périodiquement. Je pense que c'est la réponse à votre question. Je veux juste rapidement la disponibilité des intrants, Madame la directrice a déjà répondu. Il y avait la question de mon collègue de IMC. Je voulais juste peut-être commenter le fait que effectivement, la planification familiale fait partie des interventions sensibles à la nutrition, mais il faut mentionner ici que les contrats des acteurs non étatiques ciblent surtout les méthodes modernes. Et donc, c'est facile de comprendre que le rôle de la communauté ou de la dynamique communautaire va plus se focaliser sur la création de la demande et éventuellement les orientations de référence vers les structures qui offrent les méthodes modernes. Monsieur le modérateur, je crois avoir balayé toutes les questions qui m'ont été adressées. Merci. Oui, Cathy, tu as quelque chose à compléter? Oui. Donnez le micro ici, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. C'est juste compléter ce qui a été dit et bien dit par rapport la question de la personne provenant de Medical Care. Le papier communautaire aura-t-il des interventions en rapport avec la nutrition et la planification familiale? Je pense qu'on a, dans le cadre du programme, on va veiller à avoir une plateforme au sein de la communauté, une plateforme communautaire pour l'ensemble des services, autant de nutrition, des services de santé, de planification familiale vont être délivrés. Donc les acteurs qui seront au niveau communautaire vont faire la promotion pour créer la demande. Mais les services de planification familiale, je pense, dans les discussions ne seront pas délivrés par des relais communautaires. Par contre, les acteurs non étatiques qu'ils auront choisis et sélectionnés vont délivrer au sein de la communauté des services de planification familiale moderne pour rapprocher le service aux bénéficiaires ou aux femmes désireuses d'adopter une méthode contraceptive. Mais au niveau de la plateforme, effectivement, les relais vont sensibiliser autant sur des activités de nutrition que sur des interventions en relation avec la planification familiale, mais seulement pour créer la demande. Donc il faut qu'on soit clair, le rôle au niveau communautaire de ces acteurs, c'est pour créer la demande et les services seront offerts par des spécialistes dans le domaine, autant au niveau communautaire qu'au niveau des structures sanitaires. Merci, monsieur le modérateur. Merci, Cathy. Je demande la deuxième vague, ici au milieu. Oui. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ici. 7. Manifestez-vous, vous qui avez demandé, comme ça le protocole peut voir. Allez-y. Merci, moi c'est Lévin Montessa. Je suis de FHI 360, une organisation internationale représentant de cette organisation RSC. J'ai deux petites questions. La
première, je pense que ça a été effleuré un peu, mais je ne suis pas très satisfait. Je sais que dans ce projet, les amis ont parlé des communautés qui sont très essentielles pour que le projet réussisse. Après la question de la demande, si les médicaments, si les intrants et les communautés ne sont pas là, je pense que ça va déranger. Est-ce que parmi les partenaires, les ONG qui vont solutionner, il y aura des ONG internationales ou nationales qui sont spécialisées dans l'achat de médicaments? Dans acheter les médicaments, on peut bien faire des services, mais acheter les médicaments, les commodités à l'extérieur du pays, généralement ça pose problème. Est-ce qu'il est prévu que les acteurs, les ONG qui sont spécialisés dans l'achat, dans l'approvisionnement en médicaments dans le pays, si ces ONG-là pourront également soumissionner pour ça? Peut-être dans différentes provinces, si on a des ONG différentes, ça serait une très bonne chose. Je pense qu'on va minimiser ce problème. La deuxième question, je crois que ça, je l'adresse au directeur du PRONANUT ou peut-être de la Banque mondiale. Le financement qui est là, il est costaud. Je pense que c'est pour 12 ans. Je ne sais pas, je n'ai pas bien compris. Est-ce que c'est pour 12 ans ou c'est pour 5 ans? Si c'est pour 12 ans, quelle est la part des 5 premières années? C'est ça ma question. Merci. Ok. Les collègues à côté, vous restez là-bas. Donnez le micro. Non, à celui qui lève la main. La dame, ok. Merci pour la parole. C'est M. Dave Ruffin Binongwiti du réseau des associations congolaises de jeunes Rakosh Kwilu à Kikwit. Ma préoccupation est celle-ci. Les projets ciblent la province du Kwilu et parmi les provinces ciblées dans le projet, je voulais tout simplement vérifier dans la province, est-ce que toutes les zones de santé seront ciblées ou on va seulement cibler quelques zones? Parce que de pareils projets se limitent dans les centres-villes. Nous avons l'expérience lorsque nous sommes allés pour installer des bureaux dans des zones de santé, donc nos coordinations zonaux dans des zones de santé. On a vite remarqué que même l'information sur le VIH-Sida, nos sœurs et frères qui se trouvent dans des milieux ruraux manquent de l'information. Et nous avons beaucoup de difficultés d'accéder dans des zones de santé parce que nous manquons de moyens. Nous sommes disponibles, nous sommes forts sur le terrain, nous pouvons sensibiliser, nous pouvons donner l'information, mais nous sommes limités. Maintenant, avec ces projets ici, ça va se limiter que dans des centres-villes ou bien il y a quelques zones de santé ciblées ou bien on va utiliser toutes les zones de santé. Je vous remercie. Merci. Sur la même ligne, derrière, il n'y a personne. Non, ce n'est pas sur cette ligne-là. Si j'étais déjà là-bas, c'est pour ça que nous avons quitté là-bas pour venir ici. Donc, vous rentrez comme ça. Allez-y. Oui, madame, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole. C'est madame Marc Matala. Ma question s'adresse à madame la directrice. Madame, vous avez parlé tantôt sur l'utilisation des contraceptions, des contraceptifs au niveau national, que c'était trop bas. Et par rapport à la question de notre camarade là-bas, il a demandé comment on pouvait dispatcher ça par rapport au niveau urbain et au niveau rural. Vous avez dit au niveau urbain c'est à 15%. Et au niveau rural, c'est à 5%. Mais ma question est celle-ci. Je voulais savoir cette utilisation, si nous pouvons considérer par rapport à ces femmes. Et je veux quelles sont les femmes qui utilisent le plus les contraceptifs? Ce sont les femmes intellectuelles ou les femmes lettrées ou les femmes non lettrées? Merci beaucoup. Merci madame. Derrière lui. C'est lui qui lève la main. Merci. Merci pour la parole. Je reprends le nom de Janet Melissa, expert en projet santé des poches d'Alliance. Les questions s'adressent à mes secrétaires du PRONANUT.
Monsieur le directeur, pendant votre exposé, vous avez dit à dire que le mieux à faire 5 ans. Et si les buts ou les objectifs recherchés sont atteints, on pourra ajouter d'autres dates ou d'autres séries de projets. Maintenant, ma question c'est de savoir, est-ce que vous avez identifié les différents risques ou les éventuelles difficultés qui pourraient empêcher d'atteindre le but dans 5 ans pour que la Banque mondiale ou d'autres partenaires puissent financer encore pour d'autres projets qui restent? Merci. Merci. J'ai vu, il y a 2 dames là où nous avons quitté, donnez-leur la parole. Et je vais faire compléter par mes collègues au sujet de la question posée par Liévin de FHI 360 relative à la disponibilité des intrants. Ce qui est prévu dans le programme, dans le projet, c'est qu'il y a un renforcement de la chaîne d'approvisionnement existante. Je l'ai dit. Et je vais laisser les amis de PDSS me compléter quant à le travail avec les ONG qui sont spécialisées dans l'achat, l'approvisionnement. Mais ce qui est prévu par le projet, c'est vraiment de renforcer le système existant. Parce qu'il y a de l'existant, il faut le renforcer. C'est ça la pérennisation même du projet. Et pour comment travailler avec les ONG spécialisées dans l'approvisionnement, mes collègues vont l'ajouter. La question numéro 2 de Ruffin de Rafauge, ainsi que celle de Madame de Heifetz, mon collègue de la Banque mondiale va y répondre. Pourquoi seulement les 4 provinces alors que la malnutrition est partout ailleurs en RDC et quelles sont les zones de santé spécialement ciblées? Notre ami de la Banque mondiale va y répondre. Je vais répondre à Mme Marthe sur le taux de prévalence contraceptive en milieu urbain et en milieu rural. Évidemment, les femmes instruites, formées, intellectuelles utilisent plus les méthodes contraceptives parce qu'elles en connaissent les bénéfices, l'avantage. Nous avons un taux de 19% des femmes intellectuelles parmi toutes celles qui utilisent les méthodes contraceptives, contrairement à 4% pour les femmes de niveau non élevé, c'est-à-dire les femmes non instruites, les illettrées. Donc ce sont les femmes instruites qui ont étudié, qui utilisent plus les méthodes contraceptives que celles qui n'ont pas été formées, celles qui n'ont pas été à l'école. Alors pour la question sur le système de co-création et de connaissances, c'est un briefing qui va être fait aux ONG retenues pour implémenter les activités du PMLS qui vont recevoir une sensibilisation, une formation sur le sujet pour lequel ils vont travailler. Il y a des ONG qui sont habitués à travailler dans l'autonomisation des femmes, le renforcement des capacités, la lutte contre la famille, la faim, etc. Et si elles sont retenues, lorsqu'elles vont répondre aux conditions du projet, évidemment qu'il y aura une induction sur les thématiques pour qu'elles puissent être à même de répondre et de performer de la meilleure manière qu'on attend d'eux, évidemment. Donc ce sera après. Merci. Merci, merci Madame la directrice. Je crois que d'abord, je vais d'abord clarifier faire un petit ajout à ce que le collègue de PDSS a dit. Donc, la démarche pour le recrutement des ONG, pour la plateforme communautaire, pour la prestation de services de planification familiale, etc., selon les normes nationales et les normes de la Banque mondiale, sera ouverte, sera compétitive. Les détails sont annoncés. Justement, pour clarifier que cette atelier-ci ne fait pas partie de la démarche de la passation des marchés. C'est uniquement un atelier d'information. La démarche de passation des marchés n'est pas encore un atelier. Justement, pour clarifier, c'est important. Par rapport à la question du collègue de FHI,
c'est par rapport à l'acquisition d'un tronc, c'est un petit peu une question à vous. C'est une question que nous allons poser à la fin de cet atelier. Quels sont les modèles actuels et qu'est-ce que vous pensez pour un marché? Est-ce que ce sont les acteurs nominatifs qui préfèrent de s'approvisionner eux-mêmes parce que c'est peut-être ce serait plus utile d'avoir une passation à une acquisition d'un produit au central. On sait quelque chose pour nous aimerions entendre de ce que vous pensez. Une clarification par rapport à la seconde partie de votre question. On ne prévoit pas des contrats uniquement pour l'acquisition d'un fonds. On n'a pas de contrat pour l'acquisition d'un fonds uniquement. C'est possible, en fait, on a discuté hier, ce sera la même chose aujourd'hui, que les acteurs nominatifs, les ONG peuvent s'associer, peuvent former des consortiums. Donc si c'est votre idée de faire ça, d'avoir un partenaire qui se spécialise dans cette problématique-là, donc si vous voulez que ce partenaire fasse partie de votre consortium, c'est bon, mais on n'aura pas une concession de marché à part uniquement pour les organismes spécialisés dans l'acquisition. Pour le ciblage des zones de santé, je crois qu'on a mentionné le docteur, on a mentionné également la directrice. L'idée c'est que la couverture du programme sera complète, c'est-à-dire que toutes les zones de santé dans toutes les 4 provinces sont couvertes. Par rapport au ciblage de Provence, comme l'a expliqué le docteur Montfort, c'est un ciblage fait sur base de fardeau de la malnutrition chronique et sur une analyse des coefficacité d'intervention. Le ministère de la Santé a choisi les provinces pour le fardeau le plus élevé et pour le rapport d'efficacité d'intervention le plus élevé également. Le financement du projet de 500 millions de dollars, 5 ans, paraît peut-être élevé, mais en vérité, ça ne permet que couvrir les 4 provinces vraiment pour fournir des interventions, des actions qui sont prévues dans les cadres de ce projet. Donc, pourquoi uniquement 4? Parce que c'est le budget que nous avons disponible. On a plus d'argent malheureusement. On aimerait bien couvrir l'ensemble du pays. Je crois que le collègue de PDSS a fourni des éléments par rapport au contrat basé sur la performance. Comme Didier a dit, il y aura toute une présentation à Didier à ce sujet-là dans quelques instants. Par rapport, voilà, je crois que c'est les éléments. Merci. Directeur. Merci, monsieur le modérateur. Je crois que le PDC se rend parce que tout est épuisé. Je voulais juste peut-être un petit commentaire sur la question de Mme Marthe sur la gestion des risques. Juste rassurer que la mise en œuvre d'un projet aussi grand, aussi ambitieux, ne peut pas s'en passer de cette règle, de ces principes. Il est prévu l'analyse de gestion des risques au début de ces projets, mais aussi pour les autres risques. Merci. Merci, j'ai besoin de 3 personnes ici. C'est pour rebondir sur la clarification qu'elle a donnée sur les services au niveau communautaire. Alors, est-ce que ça veut dire que les ONG auront des sortes d'unités mobiles qui vont offrir les méthodes modernes dans la communauté, donc des unités qui sont détachées du centre de santé? Et est-ce que ça veut dire que ces ONG vont donc faire de l'offre directe de services dans ce cas-là? Ma deuxième question concerne la composante planification familiale dans les soins après avortement. C'est vrai qu'on a abordé ici la PFM en général, mais je me disais que quand même c'est une opportunité qui serait manquée si cette composante n'est pas également prise en compte. Alors je voudrais savoir s'il est prévu que cela soit aussi pris en compte dans le paquet planification familiale. Et pour finir, est-ce que les services de planification familiale seront gratuits pour les femmes et les adolescentes? C'est M. Roger Doudou
de REMED. REMED, c'est Réseau des médias pour le développement. Nous œuvrons aussi Kivu. Ma question s'adresse au directeur Promanit. Si je ne me trompe pas, c'est depuis 2002-2003 qu'on avait aussi l'approche NAC, nutrition assise communautaire. Je voudrais savoir si il y a une innovation vis-à-vis des NAC, ou bien ça sera la même stratégie qu'on va mettre sur le terrain. Parce que, à l'époque là, NAC était bienvenu pour les parties prenantes. On avait bien travaillé avec, et du coup, NAC était volatile. Alors, on se pose la question si ça a changé ou bien ça sera le même. Ok, merci pour. Je suis Madame Germaine Girif Dessé. Ma première préoccupation concerne les directeurs. Parmi les 4 provinces ciblées de la malnutrition, il y a des ONG qui se présentent là-bas, mais ils ne sont pas présentés ici, dans ces programmes. Et comment ces ONG doivent aussi bénéficier de ces programmes à l'intérieur. Ma deuxième préoccupation concerne Madame Lucie. Aujourd'hui, nous voyons même nos jeunes filles qui utilisent les méthodes contraceptives. Quelles sont les conséquences et les avantages que nos jeunes-là utilisent tant qu'ils ne se sont pas encore engagés? National de promotion médecine traditionnelle par médicinale. Tout ce que j'ai à dire, c'est de féliciter les organisateurs d'avoir associé la médecine traditionnelle à ces instituts pour se produire le 17 octobre nutrition et santé. Parce que nous savons que nous devons donner l'information à ces détenteurs de savoir traditionnel, tout en n'oubliant pas qu'il y a des us et coutumes qui font qu'il y ait beaucoup de résistance. Alors la question c'était de savoir si au cours de cette partie du projet, il y aura quelquefois des enquêtes, parce que là il y a des résistances, il faudra affirmer ou confirmer, ou bien rejeter ce qui est utilisé par nos traditions et nos coutumes. Ma question s'adresse au monsieur le directeur du Monamique. En vous suivant bien, vous avez appelé 4 principes du programme. Je vais essayer de rappeler rapidement. La multisectorialité, le leadership du gouvernement, l'engagement à 3 niveaux, et puis le leader de la société, la couverture effective de toutes les provinces ciblées. Alors, ma concept, c'est par rapport au 4e principe, qui est la couverture effective des provinces ciblées. C'est-à-dire couvrir les provinces ciblées de même quantité. Alors que nous savons tous que les taux de prévalence contraceptive n'est pas les mêmes dans chacune des provinces. Et que les réalités que nous rencontrons dans l'une des provinces est différente de l'autre province. Alors je veux savoir qu'est-ce que les programmes prévoient par rapport à ça. Je vais prendre les questions qui me concernent et laisser aux autres collègues. La question de la NAC, je vais répondre à nouveau pendant que c'est en train de prendre notre pause. Les ONG des 4 provinces ne sont pas, ou certaines ONG des 4 provinces ciblées ne sont pas représentées ici. Je veux juste insister, comme a dit mon collègue Jacob, que ce n'est pas le processus de contractualisation ici. Le but c'était juste d'apporter l'information à un large public, surtout à vous déjà les acteurs. Même les procédures qui ont été mises en place, c'est qu'on a utilisé tous les canaux possibles pour atteindre, pas tout le monde, mais le maximum possible. On a ouvert même sur Média Congo, nous avons utilisé les plateformes de coordination de la nutrition et tous les autres pour partager l'information. Et donc, s'ils n'ont pas reçu l'information, nous osons croire que quand vous allez rentrer là-bas, vous allez leur apporter cette information. Et puisqu'on va poster toutes les présentations ici dans le site de PDSS, ils peuvent accéder et ils auront accès à la même information que vous. Médecine traditionnelle, y aura-t-il des enquêtes qui nous permettront d'identifier les traditions et certaines coutumes qui sont... Voilà, nous avons
sous-composante de la composante 1 qui se focalise sur la communication pour le changement social et des comportements. Et là-dessus, il est prévu effectivement des études qui nous permettront d'identifier tous ces comportements à risque pour mettre en place des interventions pour nous permettre d'avancer. Les principes que j'ai mentionnés tout à l'heure, je veux juste rappeler que quand nous parlons de la couverture effective, on ne parle pas de l'égalité dans la quantité d'intervention ou le financement qu'on doit apporter. Nous parlons juste de la couverture géographique en paquets d'interventions qui sont déroulés ici. Donc les mêmes paquets d'intervention seront mis en œuvre dans les 4 provinces, dans toutes les zones de santé de ces 4 provinces. C'est là qu'on a voulu insister. Mais certainement qu'il y aura des disparités d'une province à l'autre. Il y a 34 zones de santé, ailleurs vous avez 23 zones de santé, donc il n'y aura pas la même chose. Certainement. Le reste, la directrice et mon collègue Jacques. Madame la directrice, rapidement, en une minute. Oui, en ce qui concerne les animateurs non étatiques que nous avons rassemblés dans cette salle, je l'ai dit, vous allez essentiellement travailler pour l'augmentation de la demande et le changement de comportement pour que les populations aillent accéder aux services qui existent déjà au niveau des centres de santé. Donc je l'ai dit, c'est vrai qu'on va faire un peu vite pour la co-création des connaissances, mais des services existent déjà et vous allez accroître la demande en sensibilisant, en aidant la population à adopter les méthodes contraceptives qui existent déjà au niveau des formations sanitaires. Quant à la gratuité, je vais laisser Kadir répondre quant à la gratuité des services qui seront subventionnés par ce projet. En ce qui concerne la planification familiale en postpartum, forcément c'est après avortement, ok, c'est bon, l'après avortement, ok. Donc, et que ce soit après avortement, parce que le pays a signé le protocole de Maputo. Lorsqu'une femme vient vers vous après un avortement, qui est quand même une expérience plus ou moins négative, forcément qu'il faut lui offrir la planification familiale. Comme la femme qui vient d'accoucher, il faut lui offrir la planification familiale. Ça fait partie de l'ensemble, ça fait partie du paquet des services de planification familiale. On ne peut pas seulement offrir aux femmes qui ne veulent pas tomber enceintes, mais il faut aussi offrir aux femmes qui ont connu l'expérience négative de l'avortement et aux femmes qui viennent d'accoucher. Ça fait partie de l'ensemble des services de planification familiale. Quelle est la conséquence d'offre de la planification familiale à nos jeunes adolescents qui ne sont pas encore engagés dans une vie de couple, je crois, que vous voulez dire. Ok. Est-il préférable de laisser nos jeunes filles tomber enceintes, aller avoir l'expérience d'avortement avec toutes les conséquences, il vaut mieux les prévenir, les aider à ne pas tomber enceintes. Qu'on le veuille ou pas, nos jeunes adolescents ont des rapports sexuels. Quand elles tombent enceintes, c'est pas parce qu'elles ont pris dans une tasse de café, c'est parce qu'elles ont posé l'acte de rapport sexuel. Donc autant leur donner la possibilité de poser cet acte, d'avoir des rapports sexuels protégés. C'est un droit. La Constitution leur reconnaît ce droit-là et il est préférable que les jeunes filles évitent de tomber enceintes et ne puissent tomber enceintes que lorsqu'elles veulent tomber enceintes. Et que ça ne vienne pas parce qu'elle a eu envie d'avoir un rapport sexuel et qu'elle est surprise de se retrouver enceinte. Vous comprenez? Le fait qu'elle ne soit pas engagée n'empêche pas beaucoup de jeunes filles d'avoir des rapports sexuels. Donc autant qu'elles aient des rapports sexuels protégés et avoir l'enfant au moment où elles veulent bien l'avoir. En ce qui concerne les coutumes, je crois que mon collègue a répondu. Ok, comment augmenter la prévalence contraceptive dans les différentes provinces? Évidemment, les actions que les AME que vous allez mener vont permettre d'augmenter et la demande de changer le comportement des femmes, des couples par rapport à la contraception
Et nous osons croire qu'après un certain temps, après évaluation, après enquête, nous aurons des taux de prévalence contraceptive qui auront augmenté sensiblement. La directrice a bien clarifié les choses, mais il y a quand même un commentaire qu'il va falloir bien préciser encore. Kadi avait déjà mentionné tout à l'heure, est-ce que les ONG auront des unités mobiles? Kadi, est-ce que vous pouvez répéter les commentaires que vous avez fait tout à l'heure sur les interventions des ONG dans le cadre de la planification familiale? Parce qu'il faut clarifier cette question. Merci. Kadi, tu as la parole rapidement. Merci, M. le modérateur. Oui, par rapport à cette question, que ce soit une unité mobile, site avancé au sein de la communauté, on va réfléchir, mais effectivement, les ONG qui vont délivrer les services de planification familiale vont le faire au niveau de la communauté, encore une fois, pour rapprocher le service aux utilisateurs. Donc, ça peut être des sites mobiles, ça peut être des unités mobiles, mais effectivement, on va mettre en place un dispositif au sein de la communauté pour que ceux qui n'ont pas accès aux structures sanitaires puissent trouver le service au sein de la communauté. Oui, on va offrir aussi la planification familiale pour les adolescents. Je pense que dans la présentation de l'audience, vous avez vu comment la prévalence, effectivement, juste dire que dans le cadre de ce projet, la composante planification familiale prévoit également des interventions pour les adolescents. La question en rapport avec les jeunes post-avortement, le ministre a bien répondu. Merci, M. le modérateur. Merci, Kadi. Et ceux qui auront encore à manger, ils vont parler pendant qu'ils sont en train de manger. Je vous souhaite